L'or blanc a longtemps nourri les plaines du Burkina Faso, mais sa richesse s'évaporait au-delà des frontières. Le pays cultivait le coton, tandis que d'autres filaient, tissaient et revendaient le tissu à prix fort, laissant derrière eux des villages dépendants. Ibrahim Traoré a osé poser la question interdite. Pourquoi le peuple qui sème doit-il acheter ce qu'il produit déjà ? Aujourd'hui, la chaîne de valeur revient au pays. Le coton n'est plus symbole d'exportation brute, mais le fil conducteur d'une souveraineté retrouvée. L'histoire du coton burkinabé ne se limite plus à un récit d'exploitation silencieuse. Une promesse nouvelle s'est levée. Transformer la fierté agricole en puissance industrielle. L'enjeu dépasse la simple couture. Il s'agit de garder sur le sol national la valeur ajoutée, les emplois et la dignité. En 2025, le gouvernement a lancé une stratégie d'industrialisation visant à faire du coton le moteur d'une économie souveraine, capable de générer des milliers d'emplois directs et d'alimenter les secteurs médicaux, éducatifs et militaires. Chaque mètre de tissu produit localement devient un acte d'indépendance économique. Mais la promesse a un prix, celui du courage face aux institutions internationales, des subventions réorientées, des taxes réajustées et d'une politique qui ose rompre avec des décennies de dépendance. Si le pari réussit, le Burkina Faso ne sera plus le simple fournisseur du monde. Il deviendra son propre atelier, maître de sa matière et de son destin. La révélation est tombée comme une déchirure dans le tissu économique du pays. Ibrahim Traoré ne voulait plus que le Burkina Faso soit l'éternel fournisseur de matières brutes. En moins de 2 ans, son plan a transformé une industrie à bout de souffle en moteur de souveraineté. Plus de 700 000 tonnes de coton sont désormais intégrées à une stratégie nationale soutenue par un financement historique de 106 millions d'euros signé en mai 2025. Ce plan n'est pas qu'un simple programme industriel, c'est une refondation économique. Autour de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou, des sites en sommeil ont rouvert, dont l'usine Sofacob à Pabré, symbole d'une renaissance industrielle centrée sur la production de coton hydrophile et d'étoffes médicales. À Soro, la construction du complexe Hirotex Burkina a débuté. Une capacité annuelle de 2000 tonnes, plus de 4000 emplois directs et autant dans les secteurs dérivés. Derrière ces chiffres, une vision. Transformer la matière première en valeur locale, les agriculteurs en partenaires industriels. L'objectif est aussi social. Faire passer le coton du statut de ressource exportée à celui d'actif communautaire. Les familles de cultivateurs voient leur récolte rester au pays, les femmes trouvent un emploi stable dans les ateliers de tissage, les jeunes ingénieurs se forment à la mécanique textile. Cette dynamique tisse peu à peu une identité économique nouvelle, où la fierté remplace la résignation. Pour Ibrahim Traoré, le coton n'est pas un produit, c'est un outil d'émancipation. Ce changement de perspective fait du Burkina Faso un cas d'école en Afrique de l'Ouest, un pays qui refuse d'être le maillon faible de la chaîne de valeur mondiale. Parmi les ouvriers revenus à l'usine Sofacob rénovée, certains se souviennent du silence des machines avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, ce même lieu bourdonne à nouveau, produisant des tissus médicaux et des cotons hydrophiles destinés aux hôpitaux du pays. Là où régnait la poussière et l'abandon, s'élèvent désormais les signes d'une reprise industrielle portée par une volonté nationale. Cette transformation n'est pas seulement économique, elle est humaine. Awa, couturière à Pabré, témoigne que son emploi actuel lui offre stabilité et fierté. Elle fabrique désormais des blouses médicales avec du coton cultivé dans sa propre région, une boucle locale de production et de dignité. Dans le sud-ouest, les agriculteurs formés par Sofitex apprennent à améliorer leur rendement tout en sachant que leur récolte servira à des produits burkinabés et non plus à des exportations anonymes. Ces premiers effets concrets font comprendre que la politique de transformation ne s'adresse pas aux investisseurs, mais aux citoyens eux-mêmes. Le message d'Ibrahim Traoré reste constant. Produire ce que l'on consomme et consommer ce que l'on produit. C'est le fondement d'une souveraineté qui se construit non pas dans les discours, mais dans les ateliers.
Chaque mètre de tissu, chaque uniforme scolaire, chaque pansement fabriqué localement tisse un futur moins dépendant. Et si l'on observe bien, ces gestes simples contiennent déjà la réponse à la question du début. L'or blanc peut devenir un levier d'indépendance, à condition d'être transformé par ceux qui le cultivent. Tout a commencé par une décision politique claire, assumée et portée avec une urgence rare. Dès son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré a fixé un cap. Reprendre la main sur la chaîne de valeur du coton, symbole d'un demi-siècle de dépendance économique. En quelques mois, les chantiers se sont ouverts à Pabré, Soro et Bobo-Dioulasso. La transformation de l'or blanc devenait un acte de souveraineté. Le premier temps fort fut la réhabilitation de Sofacob, usine historique de coton hydrophile. Lors de sa visite, Traoré déclara « Ce bâtiment n'est pas une usine, c'est un symbole de renaissance. » Le message fut entendu bien au-delà des murs. Sous son impulsion, Sofacob redémarra sa production en 2025, soutenu par un plan énergétique adapté et des subventions ciblées. Les premiers rouleaux de coton médical sortirent des ateliers en juillet, marquant la fin d'une décennie de sommeil industriel. En parallèle, Irotex Burkina prenait forme à Soro. Conçu pour transformer plus de 2000 tonnes de fibres brutes chaque année, le complexe devait générer 4000 emplois directs et dynamiser les filières de transport, de maintenance et de teinture. L'investissement de 106 millions d'euros accordé par la Société internationale islamique de financement du commerce, signé en mai 2025, constitua la clé de voûte du projet. Une partie des fonds servit à moderniser les machines, l'autre à former les techniciens et à financer l'accès au crédit pour les entrepreneurs textiles. Puis vint le tournant réglementaire. Traoré fit voter une hausse des taxes sur les fils importés, étendit les subventions énergétiques aux usines locales et imposa que les contrats publics privilégient le tissu burkinabé. Certains observateurs y virent du protectionnisme. Lui y voyait un principe de survie industrielle. « Nous devons localiser avant de libéraliser », lança-t-il à Ouagadougou devant une foule de travailleurs vêtus d'un faso d'Anfani local. Les effets ne tardèrent pas. En moins d'un an, les importations de tissus baissèrent de 30%, tandis que la production nationale couvrait déjà les besoins du secteur éducatif et médical. Les uniformes scolaires, les blouses d'hôpital et les vêtements de travail furent désormais confectionnés au pays. Des coopératives féminines, naguère confinées à l'artisanat informel, intégrèrent la chaîne industrielle. Les ateliers se multiplièrent, soutenus par une politique de microcrédit et une demande publique stable, mais chaque succès portait son défi. Les coûts énergétiques demeuraient élevés, les machines parfois obsolètes, et la formation technique restait insuffisante. Traoré répondit par des partenariats avec la Turquie, l'Algérie et la Chine pour former ingénieurs et techniciens. Son approche mêlait rigueur économique et fierté nationale. Plutôt que d'attendre l'aide extérieure, il préférait bâtir avec les moyens du pays. Ce mouvement en 3 temps, réactivation, industrialisation, régulation, a redessiné le visage du Burkina Faso. Le coton, jadis simple matière exportée, est devenu le fil conducteur d'une indépendance assumée. Et derrière chaque usine rallumée, on lit la même promesse, celle d'un pays qui, pour la première fois depuis longtemps, tisse lui-même son avenir. L'impact mesurable se lit d'abord dans les chiffres. Entre 2023 et 2025, la production nationale de coton transformé est passée de 10% à 28%, soit près de 200 000 tonnes traitées localement. C'est le signe d'un changement structurel profond, appuyé par l'entrée en service de complexes comme Irotex Burkina et la relance de Sofacob. Mais plus que la quantité, c'est la valeur qui s'est déplacée. La part de revenus conservés à l'intérieur du pays a augmenté de près de 40%, redonnant souffle à des régions autrefois dépendantes des exportations brutes. Ce bond économique s'explique par plusieurs leviers. D'abord, la hausse des taxes sur les fils importés, qui a permis de réorienter la demande vers les producteurs locaux. Ensuite, la politique d'énergie subventionnée appliquée dès 2024 aux usines textiles, réduisant leurs coûts de production de près de 18%. Enfin, la création de 4000 emplois directs dans les zones industrielles et de plus de 10 000 emplois indirects dans la logistique, la maintenance et la couture. Chaque poste créé agit comme un multiplicateur économique.
une ouvrière textile soutient 3 autres emplois dans la chaîne d'approvisionnement. Dans les campagnes, 2 millions d'agriculteurs ont bénéficié d'un meilleur prix d'achat du coton brut, majoré de 12% en moyenne. Ce gain a stimulé la consommation locale, réduisant la pauvreté rurale et consolidant le tissu social. Les producteurs, longtemps exclus des bénéfices industriels, deviennent aujourd'hui partenaires économiques à part entière. La valeur du coton ne s'arrête plus à la porte des champs, elle circule à travers le pays. Les indicateurs sociaux suivent la même trajectoire. Le taux d'emploi féminin dans le secteur textile atteint désormais 42%, contre 25% avant la réforme. Les revenus moyens des ouvrières urbaines ont doublé en 2 ans. Et dans les centres techniques de Ouagadougou, des cohortes de jeunes ingénieurs se forment à la conception de machines adaptées aux conditions locales, un savoir-faire qui, jusqu'ici, devait s'importer. D'un point de vue macroéconomique, le coton contribue désormais à près de 8% du PIB industriel contre 3% en 2022. Les exportations de produits finis, bandages, tissus médicaux, uniformes, ont franchi pour la première fois le seuil des 25 millions d'euros en 2025. Certes, le pays reste dépendant des importations d'équipements, mais la balance de valeur ajoutée s'inverse lentement. Le Burkina Faso ne vend plus seulement des balles compressées, il exporte du savoir-faire. Ces données confirment ce qu'Ibrahim Traoré martèle depuis le début, l'industrialisation n'est pas un rêve, mais un calcul. En ramenant la production au pays, il a déplacé la richesse du marché mondial vers les mains burkinabées. Chaque pourcentage gagné dans la transformation locale se traduit en autonomie, en emploi et en confiance retrouvée. Le coton, hier symbole de dépendance, devient ainsi l'unité de mesure d'une indépendance économique en construction. Les détracteurs affirment que la stratégie d'industrialisation du coton repose sur une illusion de souveraineté. Selon eux, le Burkina Faso, petit producteur face aux géants asiatiques, ne pourrait soutenir durablement une filière textile compétitive sans subvention massive. Ils craignent que la hausse des taxes sur les importations, combinée à la protection du marché intérieur, n'entraîne une inflation des coûts et ne freine la consommation locale. Certains experts occidentaux ont même qualifié la politique de populisme économique, arguant qu'elle détournerait les ressources publiques d'autres priorités comme la santé ou l'éducation. Pourtant, les faits racontent une autre histoire. Le modèle burkinabé ne cherche pas à rivaliser avec les grandes puissances industrielles, mais à rééquilibrer la chaîne de valeur. Produire localement ne signifie pas se fermer au monde, cela veut dire choisir les conditions de l'échange. Les partenaires étrangers, de la Turquie à l'Algérie, ne sont pas écartés, mais intégrés dans des formations, des transferts de technologies et des projets de co-développement. Cette logique de coopération maîtrisée crée une économie d'apprentissage, où la dépendance devient apprentissage collectif. D'autres critiques évoquent le risque d'isolement commercial. Mais en réalité, la politique de Traoré s'appuie sur un maillage régional. L'Alliance du coton, unissant le Burkina Faso, le Mali, le Bénin et le Tchad. En mutualisant la production et la recherche textile, ces pays bâtissent une capacité africaine intégrée. Le coton ne circule plus comme une marchandise brute, mais comme une ressource partagée et transformée sur le continent. Enfin, certains redoutent que le mouvement s'essouffle une fois l'effet d'élan passé. Mais la clé réside dans la culture même du projet. L'industrialisation n'est pas imposée d'en haut, elle naît d'un besoin collectif. Les usines appartiennent en partie à l'État, mais leur vitalité dépend des coopératives, des associations féminines et des ingénieurs burkinabés. Autrement dit, la souveraineté industrielle ne repose pas sur un homme, mais sur un tissu social éveillé. Nous ne réinventons pas la roue, nous reprenons les outils qui l'ont construite, a déclaré Ibrahim Traoré lors d'une visite à l'usine Irotex. Cette phrase résume le tournant du projet. La souveraineté n'est plus une promesse, mais une pratique quotidienne. Le coton n'est plus seulement une matière à filer, il devient le lien entre l'agriculture, l'industrie et la dignité. Les artisans et ingénieurs forment une nouvelle classe ouvrière nationale, consciente que le progrès ne vient pas d'ailleurs mais d'eux-mêmes. Les écoles techniques affichent complet. Les jeunes voient enfin dans le textile un avenir stable, non un métier d'ombre.
Cette montée en compétences symbolise le basculement d'un pays spectateur vers un pays bâtisseur. Sous cette lumière, le coton cesse d'être un produit économique pour devenir un acte identitaire. Et dans ce mouvement collectif, la vision d'Ibrahim Traoré s'étend. Faire du Burkina Faso non seulement un producteur de coton, mais un tisserand de son propre destin. D'abord pour les agriculteurs, la transformation locale du coton a bouleversé la logique de survie. Plus de 2 millions de petits producteurs bénéficient désormais de contrats directs avec les usines. Le prix d'achat du kilo de coton a augmenté d'environ 12%, tandis que les coûts logistiques diminuent grâce aux centres de collecte rapprochés. Les paysans ne livrent plus à l'inconnu, ils livrent à leurs propres compatriotes. Ce lien raccourci entre le champ et l'usine crée un sentiment d'appartenance inédit, celui d'être acteur d'un futur industriel. Ensuite, pour les entreprises, la dynamique est tout aussi marquante. Sofacob, Irotex et Faso-Extile forment désormais un triangle de production intégré, coton hydrophile, tissus techniques et vêtements finis. Ce réseau génère près de 15 000 emplois directs et indirects tout en favorisant l'émergence de PME spécialisées dans la teinture, la maintenance et le transport. Les uniformes scolaires, les blouses médicales et même les habits militaires sont désormais confectionnés sur le sol national. Ce cercle vertueux alimente le marché intérieur et consolide la demande régionale. Puis, pour la nation, c'est une mutation culturelle. Le coton, autrefois symbole d'exportation passive, devient matière d'un récit collectif. Dans les rues de Ouagadougou, le Faso d'Anfani n'est plus un vêtement de fête, mais l'uniforme d'une fierté retrouvée. Les campagnes d'éducation intègrent la formation textile dès le secondaire. Et les femmes, 42% de la main-d'œuvre, y trouvent un espace d'émancipation économique. Le sentiment d'appartenance nationale se tisse littéralement dans chaque fil produit. Enfin, pour la région, le modèle burkinabé agit comme un catalyseur. Les membres de l'Alliance du coton, Burkina Faso, Mali, Tchad, Bénin, partagent technologie, formation et débouchés commerciaux. En moins de 2 ans, les échanges intra-africains de produits textiles ont progressé de 30%, réduisant la dépendance vis-à-vis des importations asiatiques. Le Burkina Faso, jadis maillon faible, devient pôle d'entraînement pour tout le Sahel. L'intégration régionale prend d'ici la forme d'une économie circulaire et solidaire. Derrière ces résultats tangibles, un message domine. La souveraineté économique n'est pas un isolement, mais une coopération lucide. Chaque fil produit localement est une déclaration silencieuse, celle d'un pays qui a décidé de se relever par lui-même. Dans le scénario de base, le pays poursuit son rythme actuel, les usines Sofacob et Irotex atteignent leur pleine capacité, les politiques de substitution d'importation se stabilisent et la production locale couvre 50% des besoins nationaux en textile d'ici fin 2026. Les revenus agricoles continuent de croître de 10% par an, soutenus par une demande intérieure solide et par un marché régional élargi. Ce scénario confirme la viabilité du modèle burkinabé, mais exige discipline budgétaire et maintien des incitations fiscales. Dans le scénario optimiste, si la coopération régionale s'intensifie et que les infrastructures énergétiques sont modernisées, le Burkina Faso pourrait devenir le pôle textile du Sahel. Les exportations de produits finis franchiraient la barre des 60 millions d'euros, tandis que le taux d'emploi industriel atteindrait un niveau record. Les formations techniques produiraient une génération d'ingénieurs autonomes capables d'innover plutôt que d'imiter. Dans ce cas, la doctrine Traoré passerait du statut de politique nationale à celui de modèle continental. Dans le scénario difficile, une tension prolongée sur les prix mondiaux du coton, combinée à une baisse des subventions énergétiques, pourrait ralentir la production et créer des déséquilibres. Certaines usines opéreraient à 60% de leur capacité, tandis que les agriculteurs subiraient des retards de paiement. Cependant, même dans cette hypothèse, la dynamique locale, les coopératives, les écoles techniques, les marchés intérieurs maintiendraient un socle d'activité. La souveraineté, une fois amorcée, ne pourrait plus être effacée. Dans tous les cas, le prochain semestre sera décisif. Le succès ne dépendra pas d'un miracle économique, mais d'une constance politique et sociale. Continuer à tisser, former, produire. Comme le répète Ibrahim Traoré, la souveraineté n'est pas un événement, c'est une discipline.
Et c'est dans cette continuité que le Burkina Faso joue désormais sa véritable indépendance. Dans les marchés de Ouagadougou, les rouleaux de tissu local côtoient désormais les fruits, le mil et les outils agricoles. Ce n'est plus seulement du commerce, c'est la preuve tangible qu'une économie nationale peut se reconstruire depuis la base. Pour les familles rurales, la différence se voit dans la stabilité des revenus et l'espoir d'un emploi pour leurs enfants. Les jeunes formés dans les écoles techniques trouvent aujourd'hui un avenir dans les ateliers textiles sans devoir émigrer. Les mères, longtemps cantonnées au commerce de rue, gagnent désormais des salaires réguliers dans les coopératives de couture. Chacun mesure que le travail ne s'arrête plus aux récoltes. Il continue jusque dans la transformation, la création, la fierté. Ce projet touche aussi la perception de soi. Les vêtements produits localement ne symbolisent pas seulement la mode, mais la dignité retrouvée. Porter un uniforme cousu dans le Faso d'Anfani, c'est affirmer qu'un pays africain peut produire, consommer et exporter avec ses propres moyens. Cette fierté silencieuse agit comme un ciment social. Elle unit l'ouvrière de Pabré à l'agriculteur de Bobo-Dioulasso, le jeune technicien au ministre de l'Industrie. L'initiative de Traoré rappelle enfin que l'économie n'est pas un concept abstrait, mais une affaire de visage, de gestes et de confiance. Chaque fil tissé localement relie une histoire individuelle à un projet collectif. Et dans ce mouvement, le Burkina Faso ne parle pas seulement d'indépendance. Il la vit au quotidien à travers son peuple. L'industrialisation n'est pas une destination, mais une trajectoire fondée sur une feuille de route claire. D'abord, consolider la production. Les usines clés, Sofacob, Irotex et Faso-Extile doivent atteindre leur pleine capacité d'ici 2026. Le gouvernement a prévu un fonds de modernisation pour renouveler les machines, garantir la maintenance et stabiliser l'approvisionnement énergétique. Ensuite, former les compétences. D'ici 2027, 10 centres techniques et universitaires seront interconnectés dans un réseau national du textile. Chaque centre doit produire au moins 200 techniciens par an afin de remplacer progressivement les importations de savoir-faire. Des partenariats avec la Turquie et la Chine renforcent déjà la formation d'ingénieurs en conception textile, puis structurer le marché intérieur. Les appels d'offres publics imposent désormais une clause de contenu local. Uniformes scolaires, blouses médicales, équipements militaires, tout doit provenir à 80% de production burkinabé d'ici 3 ans. Cette mesure crée une demande stable et soutient la montée en qualité des produits. Ensuite, ouvrir les débouchés régionaux. Grâce à l'Alliance du coton, le Burkina Faso vise une intégration commerciale complète avec le Mali, le Tchad et le Bénin. Des couloirs ferroviaires et logistiques doivent relier les zones de production aux ports d'Abidjan et de Lomé, favorisant l'exportation de tissus finis. Enfin, mesurer les progrès. Des indicateurs trimestriels, taux de transformation, emploi industriel, part du PIB, sont publiés pour garantir transparence et redevabilité. Cette méthode transforme la souveraineté en politique mesurable. Ainsi se dessine la cohérence d'une vision, produire localement, former nationalement, commercer régionalement. Pour Ibrahim Traoré, c'est la seule voie pour que l'indépendance cesse d'être un mot et devienne une méthode. Dans l'usine Sofacob, les machines ronronnent à nouveau. Le même lieu, autrefois silencieux, résonne aujourd'hui des voix d'ouvrières qui rient en pliant les tissus du Faso d'Anfani. Cette image, simple mais puissante, symbolise tout ce que le projet d'Ibrahim Traoré incarne, la renaissance d'une nation par ses propres mains. Ce n'est pas seulement une banne en histoire de coton ni de chiffres, c'est celle d'un peuple qui se regarde enfin sans détour, fier de produire ce qu'il porte et de porter ce qu'il produit. Les gestes ordinaires, couper, coudre, tisser, deviennent des actes de résistance tranquille. Chaque fil relie un passé de dépendance à un futur de dignité. Quand Traoré parle de souveraineté industrielle, il ne parle pas de béton ni d'acier, il parle de confiance, de la capacité d'un peuple à croire que son effort vaut plus qu'un simple salaire. Et dans le regard des jeunes apprentis de Ouagadougou, on lit cette conviction nouvelle, celle d'un pays qui n'attend plus qu'on lui tende la main, mais qui tend le tissu de son propre avenir. Le coton du Burkina Faso n'est plus une marchandise silencieuse, c'est une déclaration. Chaque mètre tissé localement raconte la même idée, qu'un pays africain peut bâtir sa prospérité à partir de son propre sol, sans renoncer à l'ouverture. Mais cette souveraineté ne se décrète pas.
Elle se partage, se soutient, se prolonge. À ceux qui observent de loin cette transformation, la question demeure ouverte. Quelles autres nations, quels autres peuples oseront, à leur tour, reprendre le fil de leur destin? Le modèle burkinabé n'impose rien, il inspire. Et dans les écoles, les ateliers, les coopératives, le nom d'Ibrahim Traoré devient une métaphore, celle du courage tranquille qui tisse le changement. Soutenir cette démarche, c'est plus qu'un geste économique, c'est un choix de regard, une invitation à croire qu'une Afrique indépendante n'est pas une utopie, mais une possibilité déjà en marche. Le tissu, lui, continue de se dérouler, comme la promesse d'un avenir cousu main, fil par fil.